Nous ont cassé l'image parce que c'était le mot d'ordre, on casse l'image des Gilets jaunes. C'est un très beau mouvement. Et c'est pas fini, les Gilets jaunes, c'est pas fini. On va se battre encore. Pour nous verbaliser, ils s'éclatent. Franchement, ils adorent ça. Ils ont des ordres, mais... Je vais t'ouvrir la tête, je vais te faire mal, on va s'amuser, des paroles comme ça. Mais les gendarmes, on a vu que les gendarmes avaient, au niveau agressivité, il y avait un petit peu plus de retenue. Parce que le parcours qui était prévu, c'était d'aller tout droit, c'est ça? Il y a beaucoup de parcours qui sont prévus sur Bordeaux. Il faut savoir qu'à chaque fois, on a toute une panoplie de parcours. On essaye de s'adapter au dernier moment. Étant donné que la préfecture, même si on déclare des choses au dernier moment, elle est capable de nous contredire. Donc forcément, on a le parcours A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. On va bientôt arriver à la fin de l'alphabet. Merci Monsieur Macron. Merci, ça fait plaisir. C'est la première fois que la Batucada se fait arrêter et verbaliser, non? Ouais, première fois. Moi, je me suis fait contrôler samedi pour 135 €, j'avais rien fait. Oui. Il est venu me chercher, pourquoi? Pour me mettre de la pression. Pour me faire peur, 135 €, 135 €. Mais bon, il y a moyen de les contrer. Depuis que l'Allemand est parti, moi j'ai noté qu'en fait ils nous ont empêchés dès le départ de venir dans le centre-ville. Ils bloquaient tous les accès du centre-ville, du coup on se retrouvait sur les boulevards. Et ça a duré plusieurs samedis. Et en fait, après, on a trouvé une autre stratégie pour pouvoir se retrouver dans le centre-ville et qu'ils ne puissent plus nous bloquer comme ça à l'extérieur. Donc depuis 2 ou 3 samedis, on fait comme ça, c'est beaucoup mieux. Tous les gens là, ils se rendent compte de toutes les augmentations qui sont en train de progresser. Il a dit lui-même qu'il allait accélérer. Tout va repartir à la hausse. L'électricité, le gaz, tout part à la hausse. Les gens vont bien s'en rendre compte un jour ou l'autre. Dans les stations-service, la hausse des prix ne s'arrête pas. Pourquoi diable le prix de l'électricité augmente? Nous, ce qu'on observe, c'est que tout est reparti à la hausse et ça ne s'arrêtera pas. Ils vendent tout, ils vendent les entreprises, ils vendent les fleurons français. Et vous pouvez toujours reprendre la rhétorique des riches. Je ne suis pas sûr que ça convainque grand monde. Mais ADP n'est pas une entreprise qui va mal. C'est une entreprise qui, au contraire, dégage des bénéfices et beaucoup. Et on est en train de la déstabiliser et de déstabiliser les possibilités de l'État d'avoir une maîtrise publique sur les enjeux fondamentaux que sont la sécurité, l'environnement et le bien-être des salariés dans cette entreprise. C'est un tout, c'est un ras-le-bol général. Et je ne suis pas sûr que les Français aillent beaucoup dans la rue si l'âge de la retraite légale ne change pas. Parce que ça va être compliqué à lire, vous le disiez tout à l'heure, ça va être compliqué à lire. Moi je pense que quand ils vont commencer à s'attaquer aux retraites, aux propriétaires, il y a plein de gens qui vont nous rejoindre, ça va réveiller encore plus d'âmes. Et moi je pense que le mouvement va progresser par rapport à ça. Que risque le gouvernement? Il risque quand même des mouvements spontanés imprévisibles comme on a eu avec les Gilets jaunes. Attention, les Gilets jaunes peuvent revenir. Exactement, on ne sait jamais. Avec des réformes, on sait maintenant que le substrat social français il est explosif. Bonjour. Bonjour. Les médias traditionnels, on va dire, ceux qui nous ont bien allumés avec toutes les violences, tout ça, nous ont cassé l'image parce que c'était le mot d'ordre, on casse l'image des Gilets jaunes. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, peut-être que tu n'aurais pas ouvert les yeux, en tout cas pas à ce point-là? Pas à ce point-là peut-être. J'aimerais quand même ouvert les yeux, mais c'est vrai pas à ce point-là. Ouais. Donc, quelle que soit l'issue et l'avenir du mouvement, ça aura au moins permis cette ouverture de conscience, en tout cas pour toi et peut-être pour certains jeunes. Oui, je pense et je l'espère que ça restera. Et puis je pense qu'on a quand même bien marqué l'histoire des Gilets jaunes. Ça a été un bon gros mouvement quand même. Il y a eu beaucoup de choses belles et puis pas seulement. Bon, on pense toujours aux blessés. Il y a eu des morts, mais malgré ça, il y a eu quand même beaucoup de... C'est génial, on est tous regroupés pour la même chose. C'est une entente géniale, enfin, je trouve ça... C'est un très beau mouvement. Mais les Gilets jaunes ne sont pas des casseurs, ne sont pas des gens qui agressent les gens. On se respecte nous les uns les autres déjà entre nous. Ils veulent montrer à chaque fois qu'en fin de compte ça se passe mal parce qu'il y a du gilet jaune.
Mais en fin de compte, le gilet jaune n'est pas ce qu'ils disent en fin de compte. Et il y a une très mauvaise image du gilet jaune, véhiculé, forcément, fabriqué par... Alors c'est pour ça que je vous posais un petit peu la question, je vous pousse un peu dans vos derniers retranchements, m'en voulez pas. Mais justement, là, ça soulève, de mon point de vue et du point de vue peut-être de certains membres de votre mouvement, la question de est-ce qu'on met encore le gilet jaune ou bien est-ce qu'on continue la lutte en enlevant ce symbole pour montrer que au-delà du simple symbole, on est avant tout des citoyens en lutte, tout simplement. Il y a les deux. Le samedi, on ne les met plus. Parce qu'on devient des cibles mouvantes pour les gendarmes, les flics, la gendarmerie, la BAC, tout ça. On devient des cibles. Mais alors c'est impressionnant. C'est comme si on avait une cible de fléchettes. Ah, attention, un gilet jaune, il est à abattre. Ça, pour moi, c'est ça. De toute façon, gilet jaune, abattre. C'est des mauvais, ils sont... Voilà. On ne le met plus en manif. Comme ça, on est des citoyens, ou alors on s'habille en jaune, on a des t-shirts, on trouve une autre astuce de s'habiller. Mais même habillé en jaune, on est mal perçu quand même par les gendarmes. Parce que de toute façon, depuis maintenant 6 mois, ils nous connaissent, ils savent qui on est. Moi j'ai l'impression que c'est aussi pour nous rendre invisibles pendant les manifs. Donc après, c'est la guerre des chiffres, bien sûr, avec les forces de l'ordre. Donc pour ainsi dire, c'est incite à dire, vous voyez, il y a plus que quelques dizaines de gilets jaunes, alors que le nombre est encore là. Moi je peux vous certifier que le nombre est encore là. Alors, on a évolué, c'est tout. On va les remettre et c'est pas fini, les gilets jaunes c'est pas fini. On va se battre encore. Et pour tous les autres Français qui ne veulent pas venir avec nous. Même pour ceux qui ont peur de venir. Ah oui. Là tout à l'heure vous avez dit on est la cible des gendarmes et des forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes conscient que les gendarmes et forces de l'ordre appliquent des ordres? Et donc est-ce que vous n'êtes pas plutôt la cible tout simplement des directions de la chaîne de commandement en fait? Les deux. Parce que pour moi, un gendarme, s'il a un ordre qui n'est pas normal, qui est illégal, pourquoi il le fait? Parce qu'il a envie de le faire en fin de compte. Parce qu'il y en a certains, ils s'éclatent quand même. À nous matraquer, à nous courir après, ils s'amusent. Ça les amuse. Pour nous verbaliser, ils s'éclatent. Franchement, ils adorent ça. Ils ont des ordres, mais... Je vais t'ouvrir la tête, je vais te faire mal, on va s'amuser, des paroles comme ça. Ou dégage de la connasse. Ça, c'est ce que vous avez entendu C'est ce que disent surtout les gars de la BAC, et certains, pas tous. Il y en a qui sont respectueux, mais il y en a beaucoup, ils s'amusent. Mais je veux dire, les propos que vous évoquez là, c'est ce que vous-même avez entendu récemment? Absolument, et pratiquement à toutes les manifs, on entend ce genre de choses. La dernière fois, c'était quand, par exemple, ce genre de propos? C'était pas samedi-là, celui d'avant. On était des connards qui allaient nous allumer, ils s'amusaient quoi. Voilà, on va s'amuser. Vous avez essayé de leur répondre calmement, d'essayer d'instaurer un dialogue? Ou alors ils vous répondent pas, ou ils vous ignorent. Ou alors il y a un gars qui arrive derrière, il lui tape sur l'épaule, il parle pas. Ou alors il rigole et il vous fait comme ça. Des trucs, voilà. Petite anecdote. Un samedi, je suis venue avec un ancien combattant de chez nous, un monsieur de 86 ans. Il avait ses médailles sur lui. Et il les a montrées aux forces de l'ordre, aux gendarmes. Et il y a un gendarme qui lui a fait un doigt d'honneur sous son casque. Et là, franchement, ça fait mal au ventre quand on voit ça. Oui, cette personne a dû se sentir un peu troublée, effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est général, que c'était toutes les forces de l'ordre qui sont comme ça, ou est-ce que vous voyez quand même des différences parfois de certains... Je pense que les CRS sont moins quand même... voilà, quand même, si, ils sont quand même... c'est surtout les gendarmes. Voilà. Ah ouais, c'est ça, les gendarmes, ils te marchent dessus. Non, mais les gendarmes, on a vu que les gendarmes avaient, au niveau agressivité, il y avait un petit peu plus de retenue. Tandis que quand vous avez les mecs en moto, là, les volantes en moto, et quand les bacs arrivent, là c'est la catastrophe. Je te coupe, mais le gendarme, pour moi, le gars en question qui a fait un doigt d'honneur à l'ancien combattant, c'était un gendarme. Il y a des mauvais et des bons. Ben moi c'est un gendarme qui m'a dit dégager. Voilà, mais en fait la question effectivement que je vous posais, c'était voilà, si vous avez aussi observé et relevé d'autres types de comportements de la part de la gendarmerie, de la police ou de la BAC. Bousculé pour des raisons futiles. Je veux dire d'autres comportements
en opposition à ce que vous décrivez en fait. Plutôt positif, plutôt voilà. Ceux qui vous poussent gentiment, ils vous disent s'il vous plaît, écartez-vous. Mais il y en a d'autres, ils vous disent pas s'il vous plaît, écartez-vous. Eux, ils vous foncent dedans. Voilà. Des gendarmes qui nous évitent des fois de prendre une amende, qui nous disent attendez, sortez. C'est vaut mieux que vous sortiez. Ils nous préviennent pour pas qu'on prenne une amende. Ça, c'est déjà arrivé. Ah d'accord, vous avez eu des gendarmes qui vous ont dit messieurs, dames, s'il vous plaît, circulez, sinon, si vous restez là, on risque de vous mettre une amende. C'est ça, ils vous ont prévenu en avance. Mais on est prévenu pour qu'on parte, pour pas être pris dans un petit filet, quoi. Alors, vous avez vu un exemple comme ça, en fait. 2 personnes qui ont été écartées comme ça par un gendarme. D'accord. C'est à peu près dans le même cas, mais c'était simplement par intimidation, parce qu'en fin de compte, la manif était déclarée et on a empêché certaines personnes d'aller à la manif. Alors là aussi, c'est quand même aberrant, quoi. Empêché de quelle manière, en fait? Eh bien, justement, par intimidation, on vous a dit que si vous allez à la manif, vous allez prendre 135 € d'amende, alors qu'elle était déclarée. D'accord, donc là, c'est 2 témoignages un petit peu différents. C'est-à-dire que madame dit que sur une situation de manifestation déjà en cours, ça vous est arrivé de voir des membres des forces de l'ordre être prévenants, c'est-à-dire vous demander de partir en vous prévenant que si vous ne respectez pas leur demande, il se pourrait que vous soyez verbalisé. Et vous, monsieur, ce que vous témoignez, c'est que en amont en fait, d'une manifestation, c'est-à-dire au moment où vous allez, où vous vous rendez à une manifestation, il y a une petite opération d'intimidation des forces de l'ordre qui vous dit attention, vous êtes en train de vous rendre sur une manifestation non déclarée et vous risquez par conséquent. Non, c'est même pas. Simplement, ça a été dit que si vous vous rendez à la manifestation, vous prendrez 135 € d'amende si je vous recroise. Voilà, c'est ça. Donc ils vous laissent y aller, mais ils vous disent si vous vous recroisez en manifestation, je viendrai vous chercher pour les 135 € d'amende, c'est ça? La manifestation était déclarée, donc je ne comprends pas ce langage. C'était une manifestation à Bordeaux, une manifestation déclarée à Bordeaux? Oui, le parcours a été déclaré. Ah, c'était quel acte ça? Je ne me souviens plus. Bah, ça fait un petit moment, ouais. C'était sur les quais là. Alors il y a... On a été les voir. Il y a deux... Ils ont dit, on était les voir, on devait partir vers Quinconce. On devait partir vers là-bas. On leur a dit pourquoi vous voulez... On a déclaré dans ce sens, pourquoi vous voulez qu'on aille dans une zone non déclarée? Ils nous ont dit, mais parce que c'est comme ça. Ils voulaient que vous repartiez en direction de la gare, c'est ça? Voilà. Et alors ça, c'était l'acte 20. Dans une zone non déclarée. Ils nous envoyaient exprès dans un endroit où on n'avait pas le droit d'aller. Ils nous forçaient à aller dans l'autre sens. Et ils ont poussé jusqu'à qu'on y aille. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est en train de se passer là? Non, enfin, vous devez constater de vous-même. Hein. On est bloqué, on souhaiterait aller tout droit, c'est pas possible d'aller tout droit, donc on essaye de savoir le pourquoi du comment, et puis c'est tout. Parce que le parcours qui était prévu, c'était d'aller tout droit, c'est ça? Il y a beaucoup de parcours qui sont prévus sur Bordeaux, il faut savoir qu'à chaque fois on a toute une panoplie de parcours, on essaye de s'adapter au dernier moment, étant donné que la préfecture, même si on déclare des choses au dernier moment, elle est capable de nous contredire, donc forcément on a le parcours A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. On va bientôt arriver à la fin de l'alphabet, donc ça fait 24 parcours à travailler et puis ça sera de s'adapter. Donc là, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est un parcours simplifié aujourd'hui qui respecterait les demandes justement de la mairie préfectorale, où on éviterait la plupart, quasi du temps, les interdictions de manifestations sur ces axes-là. Et là, je vois qu'on nous refuse cela. Donc, là, en clair, les manifestants veulent aller vers Quinconce et la police voudrait qu'on aille plutôt vers la gare, c'est ça? C'est ça, alors que la gare est interdite, la Victoire est interdite, le cours Alsace-et-Lorraine est interdit, le cours Victor Hugo est interdit. Donc là, la gare, c'est Vigipirate en plus. Donc là, pas l'intérêt à pas vous amener une concentration qui serait autre que la demande des Gilets jaunes. Nous là, aujourd'hui, c'est vraiment parade, on a du monde, on a l'Occitanie qui est avec nous, on a pas mal de gens de France qui sont venus sur Bordeaux, Paris, Le Mans, la Charente. Donc effectivement, c'est faire un effet de masse et aller dans les endroits où on n'a pas l'habitude d'aller et surtout rester dans les clous. Pour une fois que Bordeaux veut rester dans les clous sans que ce soit déclaré, je ne comprends pas qu'ils ne veulent pas de nous. Donc effectivement, ça pose problématique. Ok, je vous remercie. En fait, là, pourquoi ça aurait été mieux d'aller vers Quinconce? Pour les Quinconce, ça serait fait tous les quais. Donc c'est quelque chose qui est déjà permissible, qui n'est pas interdit par la préfecture.
Donc on descend sur les quais, on est quand même un gros mouvement, il y a pas mal de monde. Les quais c'est large, ça veut dire que sécuritairement pour tout le monde, on reste dans les clous. On prend les deux voies, on a des gens auparavant qui bloquent la circulation. Donc pour la sécurité de tout le monde, on fait leur boulot, mais c'est nous qui le faisons. Je vois pas le pourquoi ils nous empêchent d'aller tout droit. Alors que nous-mêmes, on fait en sorte que notre cortège soit sécurisé, ne serait-ce que pour les gilets jaunes, les citoyens. Et surtout, on a de l'espace, on a de la Garonne jusqu'à ici. Vous voyez, ça nous fait un bon 100 mètres de large. Même si on fait une grande bande, en fait, ça serait vraiment protégé pour tout le monde, sécuritaire pour tout le monde. Mais non, ils ne vont pas dans ce sens. Ça, je l'ai filmé, j'étais là, c'était l'acte 20. Et c'était à l'acte 20, en fait, c'était une convergence Toulouse à Bordeaux. Où il y avait, voilà, Toulouse à Bordeaux, où il y avait énormément de monde, hein, il y avait énormément de gilets jaunes, justement parce qu'il y avait un regroupement Toulouse à Bordeaux, avec pas mal de Black Bloc aussi qui étaient attendus. Et donc, ouais, vous dites que ce jour-là, c'était une manifestation déclarée en préfecture. Il y avait un parcours défini. Et ils nous ont forcé à partir dans l'autre sens. Il y a plein de gens qui ont été devant eux, à leur parler. Ils ont dit, vous allez dans l'autre sens. Et on leur demandait pourquoi. Ils ont dit, parce que c'est comme ça. Et donc selon vous, il y avait un parcours défini, oui, mais vous n'avez pas pu le réaliser. Il y avait un parcours défini, déclaré en préfecture et validé par la préfecture. Et malgré tout, vous n'avez pas pu suivre ce parcours déclaré. Non, absolument pas. Ils nous ont obligés, et après ils ont avancé les camions, ils nous ont poussé, en bouchant toutes les rues, jusqu'à qu'on arrive en bord de Garonne, où on a été agressé, voilà. Et ça, jamais vous avez eu la réponse du pourquoi finalement ce changement C'est comme ça, la réponse c'est comme ça, c'est les ordres. Les ordres c'est ça, c'est comme ça. C'est les ordres, donc... Donc à l'époque c'était le préfet l'allemand, c'est ça? Ouais, je pense. Parce que maintenant c'est une préfète, elle est là depuis pas bien longtemps. Ouais, en gros, indirectement, ce que vous dénoncez, c'est qu'à l'époque, le préfet l'allemand n'a pas respecté la déclaration qu'il avait validée auparavant d'un parcours déclaré, c'est ça? Mais même maintenant, même sa remplaçante, parce que c'est une dame maintenant. Même maintenant, sa remplaçante, elle agit pratiquement pareil. Hein. Elle marche sur le même chemin, elle fait la même chose. En termes de violence, est-ce que vous voyez une différence entre la stratégie qui avait été mise en place par le préfet allemand et la nouvelle préfète? Est-ce que vous voyez une différence au niveau de la violence par rapport à cette stratégie? Pas la même violence, parce qu'au départ c'était une violence vraiment sur les personnes. Donc on a eu nos blessés quand même, hein. Ici à Bordeaux, il y en a eu pas mal ailleurs, mais ici à Bordeaux on en a eu quand même des beaux blessés, des blessés extrêmement grave. Donc ça c'était à l'époque de quel préfet? Allemand. Et maintenant, ouais. Et maintenant c'est vrai que c'est pas la même répression. Elle est plus vicieuse cette répression-là. C'est normal, en même temps c'est une femme. Donc elles sont vachement plus vicieuses les femmes. Donc, et là c'est une verbalisation, c'est rabaisser les gens. En fin de compte, moi je le ressens comme ça, c'est pour nous dire qu'on est rien, quoi, en fin de compte. Ce que vous vouliez dire au départ, c'est que pour vous, c'est plus de la violence physique. Donc il y a une amélioration à ce niveau-là, il n'y a plus de violence physique, ou beaucoup moins. Il y a deux techniques en fait. Il y avait la violence physique, c'est-à-dire l'affrontement, les blessés partout, et maintenant ils se sont dit on va taper dans le porte-monnaie. Et alors maintenant ça devient oui, 35 €, hein. Ça devient garde à vue, amende et ainsi de suite. Menaces. Occupation, alors on a eu nous dernièrement, on est soupçonné d'avoir tenté de commettre ou commis l'infraction d'occupation du domaine public routier non conforme à sa destination. On est entendu en ce moment pour ça. Enfin, franchement, faut qu'ils arrêtent. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a moins de violence physique directement sur les personnes, mais vous considérez que malgré tout, il y a d'autres formes de violence qui perdurent en fait. Financière. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'officier? Non, je vais être verbalisé pour 135 € d'amende pour avoir manifesté dans un lieu qui était interdit. Il t'a foutu une demande? Il m'a simplement, oui, il m'a dit que je vais être verbalisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer là pour la Batucada? On
n'a pas été très malin en fait, on avait fini la manif et puis on est resté là tranquillement à discuter, mais trop longtemps en fait, tout le monde était parti, nous on discutait gentiment pour savoir est-ce qu'on allait boire un coup. Et là d'un coup on a vu tous les CRS qui ont commencé à bouger et on s'est dit oh merde, et c'était trop tard, ils nous avaient encerclés, on était vraiment mauvais sur ce coup-là. Et du coup ils nous ont juste gentiment contrôlé nos identités et on en est bon pour 135 € d'amende par personne. Donc ça fait cher le week-end, mais bon. Mais bon, on savait, moi personnellement je suis blasée, donc je vais envoyer le formulaire qu'il faut pour contester, et puis voilà, merci monsieur Macron. Merci, ça fait plaisir. C'est la première fois que la Batucada se fait arrêter et verbaliser, non? Ouais, première fois, une première fois à tout. Mais ouais, non, enfin... On s'y attendait, mais on avait terminé, on était assis juste là, et puis pour moi ils allaient juste reprendre leur camion et s'en aller, et puis je comprends pas. En plus c'est nous qui apportons la bonne humeur et enfin voilà, la détente, et on voit quand on arrête de jouer le changement d'ambiance qu'il y a, c'est hallucinant. Et donc je trouve ça dommage, et moi ça m'énerve beaucoup, vraiment. Mais voilà, c'est comme ça, et puis en gros, il vous reproche quoi? Juste d'avoir été présent à une manifestation non déclarée, c'est ça? Non, j'ai même pas demandé, le gars me dit vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis bah je me doute, mais je lui ai même pas demandé, je veux dire on s'en fout, on sait très bien que c'est juste de l'intimidation du gouvernement pour pas qu'on continue ce mouvement-là, c'est tout. Enfin, il n'y a plus rien à dire à ce niveau-là, on connaît tout par cœur depuis 6 mois, c'est bon quoi. C'est ça. Ok, donc 135 € aujourd'hui pour tous les membres de la Batucada. C'est ça. Pas tous, il y en a qui ont esquivé. Il y en a une qui a réussi à esquiver en allant chercher une bouteille d'eau. Il y a des fourbes chez nous. C'est ça. Elle a réussi à sortir du périmètre de ses... Juste avant. Il y en a 2 ou 3 qui ont réussi à partir juste avant. Ils ont été plus rapides que nous. On est regardé bêtement en se disant oh ils sont sympas, c'est beau les uniformes, et bah voilà. Ça fera 135 € pour regarder les uniformes. Ça fait un bon resto quand même, 135 €. Ouais. Ah plutôt, voilà, c'est resto de luxe. C'est ça. Ouais, on va aller manger au Fouquet, ça. On va aller se faire payer un coup là. C'est ça. Ça nous appelle, je pense. Et du coup là, vous avez l'intention de rentrer ou bien à ce prix-là, vous continuez? Non, on continue. Enfin, moi, il n'y a pas photo. Hein. Donc si on s'arrête, c'est mort pour toujours. Je parle d'aujourd'hui. Hein. Ah non, aujourd'hui, non, c'est fini là. Aujourd'hui, non, non, mais on avait fini déjà là. Hein. On avait fini en fait. Hein. On a arrêté. On allait partir. Ok, bon bah alors rentrez bien et puis peut-être à la prochaine fois. Bah samedi. C'est une violence psychologique. Il n'y a plus de violence physique, mais c'est une violence psychologique. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est de la violence psychologique, quoi. Moi je me suis fait contrôler samedi pour 135 €, j'avais rien fait. Oui. Il est venu me chercher, pourquoi? Pour me mettre de la pression. Pour me faire peur, 135 €, 135 €. Mais bon, il y a moyen de les contrer. Vous allez sur Club 33 et vous allez voir le formulaire à remplir, et ça on va la contourner. Une fois qu'on arrivera à contourner les 135 € d'amende, ils ne pourront plus nous faire subir, et là on ne pourra qu'avancer, on ne pourra plus reculer, parce que c'est ça qu'ils veulent, nous faire reculer avec les 135 €. Je connais beaucoup de personnes, moi sur Facebook, qui ne veulent plus venir en manif justement à cause des 135 €, mais ça il ne faut pas avoir peur de ça. Bon, maintenant qu'il y a le moyen de les contrer, on ne peut qu'avancer maintenant. Puis 135 € c'est quoi? Ok, c'est 135 €, mais chaque fois qu'on prend notre voiture, est-ce que vous êtes sûr de ne pas griller un feu rouge? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas griller un stop? Non, ça ne vous empêche pas de prendre votre voiture. Mais là, c'est pareil. Il ne faut pas que ça vous empêche de venir en manif. 135, on va faire les contester, et ça va passer apparemment à 17. Bon, c'est peut-être pas sûr, mais même 17 €, c'est vrai que c'est un peu. Mais déjà, 135 à 17, c'est déjà une bonne... Voilà. Ok. En fait, depuis qu'il est parti, depuis que l'Allemand est parti, moi j'ai noté qu'en fait ils nous ont empêchés dès le départ de venir dans le centre-ville, et ils bloquaient tous les accès du centre-ville. Du coup on se retrouvait sur les boulevards, et ça a duré plusieurs samedis. Et en fait, après, on a trouvé une autre stratégie pour pouvoir se retrouver dans le centre-ville et qu'ils ne puissent plus nous bloquer comme ça à l'extérieur. Donc depuis 2 ou 3 samedis, on fait comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais entre-temps, c'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de monde aussi. Le fait d'aller se promener sur les boulevards qui n'avait aucun sens en fait.
gilets jaunes de retour à Péverlan, bordel. Ça fait plaisir. Vous n'avez plus vu ça depuis oh là là. Au moins 1925. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, au final, il y a eu davantage de souplesse par rapport au parcours ces derniers samedis? Parce qu'effectivement, si vraiment les forces de l'ordre refusaient de vous voir en centre-ville, si vraiment la préfète continuait dans cette logique-là, malgré votre petite stratégie, vous n'y arriveriez pas. Donc, quelque part, est-ce que vous pensez qu'il y a une indulgence, peut-être parce qu'il y a moins de monde maintenant, et qui fait que vous pouvez à nouveau aller en centre-ville, malgré qu'à un moment donné, effectivement, vous vous faites verbaliser? En fait, non seulement on a fait notre petite stratégie, mais on a enlevé nos gilets. Ce qui fait que quand on a eu affaire à la police, d'abord on peut se disperser un petit peu, revenir, et le problème, on est mélangé à la foule et ils n'arrivent pas à nous retrouver. Et ça, c'est une stratégie qui a fonctionné. Effectivement, samedi dernier, ça a changé un peu, parce qu'ils savaient qu'on allait dans le centre-ville, et du coup, ils étaient présents sur les lieux où on va d'habitude. Comme devant le Palace, devant Saint-Christoli, ils étaient là. Ok, je vous remercie pour vos témoignages. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Pour conclure? Tous les gens là, ils se rendent compte de toutes les augmentations qui sont en train de progresser. Il a dit lui-même qu'il allait accélérer. Tout va repartir à la hausse. L'électricité, le gaz, tout part à la hausse. Les gens vont bien s'en rendre compte un jour ou l'autre. Dans les stations-service, la hausse des prix ne s'arrête pas. Au cours de la semaine dernière, le gasoil, qui représente 80% de la consommation de carburant en France, était vendu à 1,48 €. Le litre a pris 1,5 centime en une semaine. Même constat pour le samplon 95, avec une hausse de 1,7 centime par litre. La version E10, qui contient 10% d'éthanol, n'est pas épargnée, du jamais vu depuis août 2013. Pour les samplons, on atteint un niveau supérieur au pic d'octobre dernier. Les prix à la pompe avaient déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement avait alors renoncé à sa taxe carbone. Pourtant, depuis janvier, la hausse des prix est continue. En 4 mois, le litre de gasoil a pris plus de 10 centimes. Les samplons 95 ont grimpé de 17 centimes par litre. Comment alors peut-on expliquer cette hausse? Différents facteurs entrent en jeu. Le cours du brut notamment. Depuis janvier, le prix du baril de pétrole a augmenté de 35%, suite à des accords entre les principaux pays producteurs d'or noir pour limiter les quantités. Le budget carburant pèse alors davantage sur le portefeuille des Français, mais le sujet a été absent de la conférence de presse du président de la République. L'année dernière, Emmanuel Macron avait évoqué une taxe carbone flottante pour compenser les envolées du pétrole. Elle n'est pas au programme pour l'instant. Vous le savez, une nouvelle journée d'action se prépare pour ce week-end et donc il y a en parallèle un autre dossier chaud qui est en train d'arriver sur le bureau du gouvernement. Alors ça ne concerne pas là pour le coup la hausse des prix du carburant, mais celle des prix de l'électricité. Bonjour Émilie. Bonjour David. J'ai envie de dire une nouvelle patate chaude pour le président Macron. Oui, alors effectivement cette augmentation elle arrive au pire moment pour le gouvernement en pleine mobilisation des Gilets jaunes, mobilisation qui d'ailleurs ne semble pas se calmer et qui, on l'a dit, bénéficie d'un large soutien de l'opinion. Alors cette augmentation des prix de l'électricité n'est pas confirmée encore, même si ça ne devrait pas tarder, mais on a plusieurs sources très sérieuses qui l'évoquent. On a d'abord nos confrères de l'opinion qui parlent d'une possible hausse des tarifs de 3 à 4% dès février prochain, donc un mois seulement après la hausse des prix du carburant qui est prévue en janvier. Et puis le Parisien lui évoque une hausse de 2,3% en 2019 et de 3,3% en 2020. Direct Énergie, lui, va beaucoup plus loin. L'opérateur alternatif évoque une flambée de plus de 8%. Alors, qui a raison, qui a tort? Ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau coup dur pour les 25 millions de foyers concernés. On rappelle que depuis 10 ans, les prix de l'électricité ont flambé de 35%. Et là, on se dit que c'est une nouvelle bombe à retardement pour le gouvernement. Pourquoi diable le prix de l'électricité augmente?
comme pour le carburant, c'est aussi une histoire de taxes? C'est un petit peu plus compliqué, David. En fait, on va dire que le gouvernement se retrouve un petit peu coincé. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 2007 et à la libéralisation du marché, et puis surtout à 2011 et la fameuse loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité, la loi NOM. Alors, concrètement, que dit cette loi? Eh bien, que EDF doit revendre 25% de sa production nucléaire à ses concurrents, ce qui correspond à 100 TWh pour l'année, à un prix qui est fixé à l'avance, à un prix de 42 € le mégawattheure, et ce, quel que soit le cours de l'électricité sur le marché de gros. Alors l'objectif, David, on l'a bien compris, hein, c'est faire profiter tous les concurrents alternatifs, tous les fournisseurs alternatifs de la fameuse rente du nucléaire français, et ainsi éviter toute distorsion de concurrence. Ouais, pardon, mais jusque-là, on se dit que quand même c'est plutôt tout bénef pour les consommateurs. En quoi cette rente, ça fait augmenter les prix? Alors, en 2011, ça fonctionnait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché, mais aujourd'hui, le nombre des fournisseurs a explosé. Alors, vous avez par exemple Direct Energy, vous avez Leclerc, Cdiscount ou encore Engie. Et du coup, et c'est une première depuis 2007, EDF n'a plus assez de mégawattheures à proposer à ses concurrents. Et ces opérateurs vont donc être obligés de se fournir sur le marché de gros, qui est beaucoup plus cher. On est actuellement à 55 € le mégawattheure. Et donc, on imagine bien sûr le coup de bambou pour les consommateurs, alors les clients des fournisseurs alternatifs, mais les clients aussi d'EDF. Alors pourquoi? C'est un calcul un petit peu compliqué, mais grosso modo, il faut comprendre que les prix que les consommateurs d'EDF payent sont eux-mêmes indexés en partie sur les prix du marché, donc on le voit finalement, tout le monde risque d'être impacté. Et ça risque donc, in fine, de faire mal évidemment au porte-monnaie. Dans ce cadre-là, que peut faire le gouvernement? Alors la solution, ça pourrait être de relever ce fameux plafond de 100 TWh, hein, c'est d'ailleurs ce que demandent les fournisseurs alternatifs, mais ça pourrait être très mal perçu par les investisseurs d'EDF. Une telle intervention de l'État risquerait de pénaliser EDF en bourse, dont l'État, je le rappelle, est actionnaire à 84%. Vous avez également la possibilité pour le gouvernement de réduire une taxe sur les factures d'électricité. C'est la fameuse taxe CSPE qui serait pour Direct Energy une façon en fait de rendre aux Français ce qu'on leur a pris du côté des carburants. Mais là encore, problème, ça pourrait gréver le budget de l'État. Donc, troisième possibilité peut-être pour le gouvernement, ce serait de réviser la formule de calcul du tarif réglementé qui sert de référence à l'ensemble des offres, mais là, il faudrait légiférer. Donc, grosse usine à gaz en perspective. On se souvient, en 2014, Ségolène Royal, pour le coup, à l'époque, les prix de l'électricité avaient grimpé, mais on n'avait pas, nous, en tant que consommateurs, été trop impactés. On pourrait faire Oui, alors vous avez bonne mémoire, David. Effectivement, à l'époque, la ministre de l'Environnement, donc Ségolène Royal, avait décidé de ne pas répercuter la hausse de ces tarifs pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Donc ça paraît tentant, effectivement, en plein conflit des Gilets jaunes, mais si vous vous souvenez bien, David, ça ne s'était pas très bien terminé. Le Conseil d'État avait finalement retoqué cette décision et 2 ans plus tard, les Français avaient vu leur facture d'électricité augmenter rétroactivement. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de solution miracle. En tout cas, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a indiqué hier qu'il souhaitait une progression des tarifs la plus modérée possible. Donc on attend de voir ce que va faire le gouvernement. En attendant, on n'a pas fini d'entendre parler de cette hausse des prix de l'électricité, sans doute dès demain, dans les cortèges des Gilets jaunes. Voilà, donc peut-être une facture qui pourrait augmenter l'année prochaine. Patate chaude, donc, qui est sur le bureau, on l'a compris, du gouvernement. Merci, Mimi, pour ces explications. Bye. Est-ce que l'augmentation du prix de l'électricité est liée directement à une mesure, à une réforme que Emmanuel Macron aurait prise? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas assez calé. Nous, ce qu'on observe, c'est que tout est reparti à la hausse et ça ne s'arrêtera pas. Et avec ce qu'il a annoncé, il ne va pas s'arrêter là. Donc, il vend tout, il vend les entreprises, il vend les fleurons français. Oui, Madame Autain, moi je prétends que c'est une amélioration très importante de la situation d'ADP qui va être permise par cette opération. Et vous pouvez toujours reprendre la rhétorique des riches. Je ne suis pas sûr que ça convainque grand monde. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est de savoir ce que ADP va devenir. La parole est à Madame Autain. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord une remarque d'ordre général en écoutant ce débat depuis tout à l'heure avec attention pour vous dire à quel point nous avons un débat ubuesque, parce que je n'ai toujours pas compris quelle était l'amélioration que allaient connaître les salariés, le service rendu au public, où se trouvent les améliorations, à part faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, alors qu'il y a bien d'autres moyens qui ne déstabilisent pas ceux qui font ce que pour faire entrer de l'argent dans l'État.
bien sûr le fonds d'innovation. Mais vous vous rendez compte que là, depuis tout à l'heure, on est en train de chercher des sucreries et débattre pour essayer de voir comment on va pouvoir garder un tout petit peu de maîtrise sur des choses qui parfois fonctionnent quand même fort bien. Pas toujours, on peut améliorer, mais ADP n'est pas une entreprise qui va mal. C'est une entreprise qui, au contraire, dégage des bénéfices et beaucoup. Et on est en train de la déstabiliser et de déstabiliser les possibilités de l'État d'avoir une maîtrise publique sur les enjeux fondamentaux que sont la sécurité, l'environnement et le bien-être des salariés dans cette entreprise. Alors là, on vous demande un minimum syndical, qui est quelques garanties pour les salariés qui, je vous assure, pour les avoir rencontrés longuement, sont extrêmement inquiets. Pourquoi ils sont inquiets, monsieur le maire? Parce qu'en 2005, quand on a commencé à ouvrir le capital, on leur a expliqué que bien sûr, jamais il n'y aurait de privatisation. C'est à chaque fois le même cirque. On leur a dit, mais pourquoi vous inquiétez? Mais pas du tout. Et là, on fait une privatisation, on leur dit non, non, vous inquiétez pas, il y a des garanties qui ensuite vont être progressivement laminées parce que le secteur privé aura des appétits et des intérêts qui sont contradictoires avec les intérêts des salariés et avec les intérêts d'un service au public et donc du bien commun. C'est pourquoi nous vous demandons, et j'insiste sur cet amendement que demande Stéphane Peu, dans la loi, vous l'avez dit, c'est entre 3 et 18. Qu'est-ce qui nous empêche d'inscrire dans le marbre que le minimum est à 6? Peut-on au moins faire ce geste pour y compris apaiser les salariés dans un moment où cette décision n'est pas comprise parce qu'on n'en comprend pas le sens, si ce n'est votre dogmatisme à vouloir remplir les caisses de l'État parce que vous avez donné beaucoup aux plus riches. C'est un tout, c'est un ras-le-bol général qui s'est... Ce que vous constatez, c'est que, peut-être, hein, vous me dites, c'est que, en tout cas, rien n'est fait pour vous protéger de ces augmentations, c'est ça? Rien n'est fait. Les gens ont protesté par rapport aux augmentations parce qu'ils n'y arrivent plus, et au lieu d'arrêter toutes ces augmentations, ils en appliquent d'autres. Donc, ils ne nous entendent pas, ils essaient pas de nous entendre. Ils se foutent de ce qu'on a à dire, c'est tout. C'est-à-dire, en gros, vous ne savez pas trop comment ils pourraient faire. Tout ce que vous faites, vous, c'est dénoncer les problématiques. Et après, c'est leur boulot à eux de vous entendre et d'essayer de les régler, c'est ça? Qu'il arrête les augmentations, qu'il entende ce qu'on est en train de dire, qu'il voit que les gens sont en souffrance. Il faut arrêter d'augmenter tout. Les gens n'en peuvent plus. Et au bout d'un moment, là, on a craqué nous depuis le mois de novembre. Mais il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre. Ça, c'est obligatoirement. Quand ils vont s'attaquer aux retraites et tout, là, ça va bouger encore plus. Et ainsi de suite. Moi, je pense que ça va bouger encore plus. Voilà. Donc, ça veut dire que vous attendez à une deuxième période du mouvement, en tout cas citoyen, de contestation sociale. Vous pensez que ça va bouger à nouveau à partir de quand, à vue de nez? Ah non, j'ai pas de date. Nous, les gens, regardez le temps qu'on met pour essayer de les réveiller. C'est un Premier ministre français à l'autorité confortée qui prononcera ce mercredi après-midi sa deuxième déclaration de politique générale du quinquennat devant l'Assemblée nationale. Édouard Philippe prendra la parole pour exposer l'ambition du gouvernement après plus de 7 mois de crise des Gilets jaunes et un scrutin européen qui a vu le Rassemblement national de Marine Le Pen devancer le parti de la majorité. L'agenda promet d'être chargé, baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu promise pour calmer les manifestants, réforme annoncée de l'assurance chômage, des retraites, des institutions ou encore de la dépendance. Le gouvernement va devoir trancher pour décider quels textes doivent être discutés en priorité. Les arbitrages autour du projet de loi bioéthique qui prévoit l'ouverture de la PMA aux couples de femmes sont par exemple très attendus, tout comme de nouveaux engagements écologiques après le bon score des Verts aux européennes. Le Premier ministre devrait recevoir sans surprise la confiance des députés. Mais jeudi, Édouard Philippe s'exprimera aussi devant le Sénat, à majorité les Républicains. Une déclaration qui sera suivie d'un vote. L'occasion de mesurer si la débâcle des Républicains aux européennes permet de rallier la frange centriste de la droite qui traverse une crise de leadership en pleine recomposition du paysage politique français. Après avoir obtenu la confiance de l'Assemblée nationale, Édouard Philippe n'est pas parvenu à convaincre le Sénat. Seuls 71 sénateurs sur 345 ont voté pour
sa déclaration de politique générale avec une abstention record à 181. Les Républicains se sont abstenus dans leur majorité. Seuls certains ont voté contre. Quelle réforme à venir pourrait s'avérer compliquée ? Je pense que la réforme des retraites, ça va être compliqué dans la mesure où il y a à la fois l'allongement du départ à la retraite, même si formellement c'est pas dit, et puis il y a quand même tout un changement de système, ce qui fait que les gens qui seront sur le point de partir en retraite vont comparer avec ce qu'ils auraient pu toucher aujourd'hui. Donc il va y avoir, à mon avis, des choses assez compliquées. Alors, il a quand même Delevoye avec lui, qui a concerté depuis des mois et des mois avec les syndicats. Donc, il ne peut pas dire que c'est une réforme qui tombe du ciel. Mais je pense que ça va être quand même très compliqué parce que c'est un changement complet de paradigme. Je pense que le plus compliqué, alors ça peut être les retraites, mais je ne suis pas sûr que les Français aillent beaucoup dans la rue si l'âge de la retraite légale ne change pas. Parce que ça va être compliqué à lire. Vous le disiez tout à l'heure, ça va être compliqué à lire. Moi, je pense que quand ils vont commencer à s'attaquer aux retraites, aux propriétaires, il y a plein de gens qui vont nous rejoindre, ça va réveiller encore plus d'âmes. Et moi, je pense que le mouvement va progresser par rapport à ça. Mais bon, à mon avis, le point le plus compliqué, ce sera probablement l'évaluation de l'ISF. C'est-à-dire, si arrive à l'automne ou au début 2020 l'idée que c'est pas si clair que ça, etc. Et à ce moment-là, il reprendra, comme Nicolas Sarkozy en 2008, il reprendra de face le président des riches. Mais là, il a prévu de changer de cap. Si, en l'occurrence, si ça ne marche pas, il fera machine arrière. Oui, alors c'est un peu comme le 80 km/h. Quel sens ça a d'évaluer au bout d'un an? C'est-à-dire, c'est très rapide. Mais enfin, bon. D'après le discours de Philippe, peut-on penser que le gouvernement est en train de reculer l'âge de départ à la retraite sans l'annoncer? Ah oui. C'est ça, oui. Ah oui. Moi, je pense que formellement, il faut s'habituer dans notre tête à se dire qu'on va partir à la retraite à 64 ans si on veut avoir tous nos avantages. C'est une prise d'otage. On est pris en otage par soi-même et si on veut se libérer 2 ans avant, on paye. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'âge moyen de départ à la retraite est déjà supérieur à 62 ans aujourd'hui. Il y a combien? Alors c'est 62,2 je crois. Je ne m'engage pas sur ce 64 ans. Non, c'est vrai. Le gouvernement touchera-t-il au statut des fonctionnaires? C'est déjà en route. C'est déjà en route. Il y a une loi qui est en cours. Qui permet d'embaucher plus de contractuels. Donc il y a déjà ça, je pense que l'agenda est en route, oui. Un socle de Français fidèles, des syndicats atones, une opposition explosée. Que risque le gouvernement? Il risque quand même des mouvements spontanés imprévisibles comme on a eu avec les Gilets jaunes. Attention, les Gilets jaunes peuvent revenir. Exactement, on ne sait jamais. Avec des réformes, on sait maintenant que le substrat social français, il est explosif. Ok. Bon, merci. Merci à vous pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon travail. On restera là.